Pam 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 pam. Amateurs de jeux de plateau et passionnés d'histoire, bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution américaine, et plus particulièrement du jeu 1775, la Révolution américaine. Ou 1775 Rébellion, ça dépend si tu lis la boîte ou le livret de règles. Alors ce jeu est un wargame, et c'est un wargame card-driven. Si vous connaissez pas le principe, ben, tout simplement, vous allez être plongé dans des événements historiques, et vous allez jouer des cartes qui vont déclencher des événements qui ont réellement eu lieu. Et ça, je veux dire, quand t'es passionné d'histoire, ben, c'est génial. Sincèrement, c'est le genre de jeu que j'adore, là, me replonger dans l'histoire, peut-être la modifier, changer le cours des événements, tout ça bien entendu dans le fun et dans la bonne humeur. Vous allez constater que 1775, la Révolution américaine, est un jeu assez joli, avec un plateau de jeu que personnellement je trouve relativement imposant, et puis une mécanique fluide, simple, surtout pour un wargame. Ce titre est donc signé Beau Beckett et Jeff Stoll pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, et des durées de partie annoncées d'environ 1 heure ou 2. Installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, 1775 est installé, vous constaterez que ce n'est pas un jeu de figurines, hein, c'est des petits cubes en bois, ce qui n'enlève rien évidemment à la qualité de sa mécanique. Alors, vous avez ce magnifique, cet imposant plateau de jeu tout en longueur, qui représente donc la côte est des États-Unis d'Amérique, donc à l'époque les colonies. Et là, vous voyez, ben, j'ai même pas pu cadrer l'entièreté du plateau, hein, il y a des petits bouts qui dépassent de part et d'autre. Et d'ailleurs à la caméra, vous ne voyez aucun autre élément de jeu que ce plateau et donc tous les pions qui vont avec. Alors là, j'ai fait une installation qui se calque sur le tutoriel du jeu, j'ai pas mis tous les cubes non plus, mais c'est pas bien grave, l'important c'est que vous ayez une vague idée des forces en présence. Le livret de règles contient 2 scénarios complets, outre ce tutoriel, la campagne de 1775 et le siège de Québec. 2 scénarios de jeu, c'est peu. Allez, c'est un petit peu le seul défaut du jeu, voilà, comme ça c'est dit. Tant qu'on est sur le livret de règles, eh bien, vous aurez tout à la fin un historique de la Révolution américaine de 1775 à 1783, avec les causes de cette guerre, hein, comme la guerre de 7 ans déjà. Alors bien sûr, c'est pas un livre d'histoire, mais quand même, c'est relativement bien détaillé. Alors je ne sais pas si l'illustration de la boîte est récente ou si c'est une vieille peinture qui a été réutilisée. Sincèrement, c'est très beau. Si c'est récent, en tout cas chapeau, parce qu'on croirait vraiment une œuvre d'époque. Alors ensuite, en plus de ces petits cubes en bois, de cette règle de jeu, de ce plateau magnifique, on va avoir des cartes avec de magnifiques illustrations là aussi, hein. On les verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais voyez, c'est très beau. On va avoir des aides de jeu qui sont super bien faites, on y reviendra vers la fin de la vidéo. Et on va avoir un truc surtout, mais alors là, il y a un paquet d'éditeurs qui peuvent en prendre de la graine. Des petites boîtes individuelles là pour chacune des factions du jeu, boîtes dans lesquelles on va pouvoir ranger notre deck de cartes, nos petits cubes en bois, nos dés, tout est impeccablement calé, ça bouge pas dans la boîte. Quand on sort le jeu, on a juste à sortir chacun sa petite boîte faction, et voilà, t'as pas besoin de trier quoi que ce soit, vraiment c'est top, voilà, c'est super bien rangé dans la boîte de jeu, quand tu le sors c'est fonctionnel, ça te fait gagner un temps fou en termes d'installation. Si tout le monde pouvait faire ça dans ces jeux. Bon, en vrai, il y a une faction qui dispose pas de sa petite boîte là, c'est les Indiens, les pauvres. En même temps, eux ils ont pas de cartes, donc je pense que c'est pour ça. Après, les Indiens dans ce jeu, ils sont quand même relativement maltraités, hein, que ce soit dans le thème du jeu comme dans le matériel. Alors, j'étais en train de parler des factions, donc je vais vous les présenter une par une. Nous avons donc ici 2 camps qui s'opposent, hein, le camp des indépendantistes américains et le camp de la couronne britannique. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en début de vidéo, je vous ai dit qu'on pouvait jouer de 2 à 4 joueurs. Et pour le coup, voilà un wargame dans lequel ça a du sens. Parce qu'ici, on a vraiment plusieurs factions qui vont incarner chacun des camps. Côté américain, entre guillemets, eh bien,
on va avoir par exemple tous les cubes en bois blancs, qui représentent les patriotes. On va avoir également tous les cubes en bois bleus, qui représentent l'armée continentale, l'armée régulière des États-Unis d'Amérique, voilà, même s'ils sont pas encore formés. Mais on va avoir également en cours de jeu, éventuellement, l'arrivée des Français, toujours dans le camp des Américains. En gros, ils joueront le rôle de renfort, et eux c'est pareil, voilà, ils ont une couleur violette, avec leur propre dé, et eux non plus, ils ont pas de carte d'ailleurs, donc vous voyez tout à l'heure, je disais que c'était pour ça que les Indiens avaient pas de petite boîte, ben non, c'est pas pour ça. Pauvres Indiens, je comprends pas. Donc là, on a un premier camp, vous l'avez compris, d'indépendantistes, qui est dans des tons assez froid, puisqu'il y a les blancs, les bleus et les violets. Les violets qui ne sont pas encore arrivés, mais qui pourraient très bien faire irruption au cours de la partie. En face de ce camp d'indépendantistes, eh bien, nous avons bien entendu, alors, en jaune, ici, les loyalistes, donc la population fidèle à la couronne d'Angleterre, et en rouge, bien entendu, l'armée britannique. Et donc, comme dans le camp d'en face, il y a là aussi des renforts équivalents aux Français, qui sont les Allemands, ici appelés Essois. Et eux, ils sont orange. Alors c'est pareil, eux, ils sont pas encore sur le plateau de jeu, mais ils pourraient très bien débarquer. Donc en gros, quand vous jouez à 4, il y en a un qui peut prendre les Anglais, son collègue va prendre les loyalistes, et en face, il y en a un qui va prendre les patriotes et l'autre l'armée continentale. Alors l'objectif du jeu ici est très simple, il s'agit de s'accaparer un maximum de colonies. Pour s'accaparer une colonie, eh bien c'est très simple, il suffit d'être le seul camp présent dans cette colonie. Alors une colonie peut être découpée en plusieurs zones, comme on le voit ici en Pennsylvanie, découpée en 5 zones. Et donc si je veux pouvoir planter mon petit drapeau américain ici, il va falloir que les jaunes et les rouges la dégagent. Alors il y a un autre groupe qui va m'embêter un petit peu dans cette colonie, c'est, vous voyez, les petits pions verts là-haut, qui représentent les Indiens donc. Alors eux, par contre, j'ai pas à les combattre. Il suffit que je dépêche quelqu'un pour monter là-haut, et une fois que je débarque chez eux, après je les enrôle dans mon armée, donc après ils font partie intégrante de mes troupes, je peux les déplacer, ils me suivent, ils combattront même à mes côtés. Bref, les Indiens, c'est un petit peu de la chair à canon facile. Mais tant qu'ils restent neutres, tant que je les ai pas recrutés, en fait, je les considère un petit peu comme des ennemis, c'est-à-dire que je peux pas m'approprier cette colonie là. Donc quand on s'approprie une colonie, vous voyez, on a ces petits drapeaux là, qui sont d'ailleurs recto verso. D'un côté il y a le drapeau américain, de l'autre côté il y a le drapeau britannique. Alors le drapeau américain, c'est celui de l'époque, bien entendu. Alors concrètement, comment se passe un tour de jeu? Eh bien déjà, à chaque début de manche, on va piocher ici dans le bag l'équipe qui va jouer ce tour-ci. Ici en l'occurrence donc c'est les blancs, c'est-à-dire les patriotes qui se battent du côté des américains. Et donc vous voyez là, il y a 4 emplacements de couleurs. Donc chaque faction va jouer pendant la manche, mais on ne sait pas encore dans quel ordre. Tout ce qu'on sait, c'est que les blancs démarrent. Alors, leur tour de jeu démarre par une phase de renfort. Ça veut dire qu'ils prennent 4 unités dans leur réserve de troupes. Renforts qu'ils peuvent répartir et poser n'importe où. À partir du moment où elles atterrissent dans une zone contrôlée par leur camp, c'est-à-dire que c'est pas forcément une zone où il y a que des cubes blancs. J'espère que vous avez bien compris cette notion de camp. Ça peut être dans une zone où il y a des cubes bleus ou violets, puisque ces 3 factions se battent dans le même camp. J'insiste un petit peu sur le truc, mais c'est peut-être pas forcément intuitif au départ. Donc je préfère que ce soit clair. Donc les renforts débarquent dans une zone contrôlée par leur camp et dans une zone dans laquelle il y a une ville. Alors en plus de ces 4 unités de renfort, on peut avoir des troupes supplémentaires. Il s'agit des troupes en fuite. Alors la fuite se déroule pendant les combats, on verra tout à l'heure comment certaines troupes peuvent arriver à fuir la bataille. Alors une fois que vous avez effectué vos renforts, vous allez jouer une carte déplacement. Vous devez le faire d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Alors dans sa main, le joueur a des cartes issues de sa pioche personnelle. Ces cartes-là vous permettent de déplacer un certain nombre d'armées d'un certain nombre de zones. Admettons que je joue cette carte-là qui me permet de déplacer 2 armées de 3 zones. Alors une armée, c'est quoi? C'est un ensemble de cubes qui part d'une zone et qui va se déplacer ensemble, et on peut pas en laisser sur le chemin jusqu'à un point d'arrivée donné. Alors je dis on peut pas en laisser sur le chemin, mais par contre au départ on peut laisser autant de cubes qu'on veut sur place. Bien entendu, vous aurez pas à chaque fois envie de quitter votre zone et de la laisser libre, ouverte à l'ennemi. Si vous rencontrez un ennemi, vous êtes obligé de vous arrêter, donc ça générera une bataille tout à l'heure, mais là d'abord on va finir les déplacements. Si vous tombez sur une tribu d'indiens neutres, donc là aussi vous êtes obligé de vous arrêter. Vous n'allez pas les combattre, mais vous allez les recruter. Ce que je disais tout à l'heure, ils vont intégrer votre armée, après vous pourrez les déplacer comme bon vous semble, mais lors d'un prochain tour de jeu. Là pour l'instant vous faites une espèce de powo quoi, vous êtes en train de négocier une sorte de traité d'alliance. Alors il y a une autre manière de se déplacer que sur Terre, il s'agit des déplacements par bateau évidemment. Donc en général, vous pouvez partir d'une zone avec une armée pour atteindre une autre zone bordant la mer. Parfois, les bateaux sont limités en termes de place. Par exemple, ici, je peux envoyer que 3 effectifs par bateau. Mais alors, il y a un truc incroyable avec les déplacements maritimes, c'est que, je sais pas si vous voyez la petite flèche ici, là, eh bien, on la retrouve également là-haut. Ça veut dire que ici, en fait, c'est connecté. Bon, il y a des passages où la rivière est trop étroite et donc ça va bloquer nos bateaux. Mais potentiellement, c'est vrai qu'on peut s'enfoncer un petit peu dans les terres. Voilà, donc là, j'ai fait mes déplacements. Donc maintenant, je vais devoir mener des batailles dans toutes les zones de jeu qui accueillent 2 camps opposés.
Donc là, c'est le cas dans l'état de New York. Sur cette zone, vous voyez, eh bien voilà, il y a du monde de mon camp, il y a du monde du camp d'en face. Et donc, ça va partir à la baston. Alors, chose originale, ça existe sûrement ailleurs, mais perso, j'avais jamais vu ça, c'est les défenseurs qui vont démarrer la bagarre. Ici, on voit qu'il y a un cube jaune, donc tout simplement, ce défenseur va ouvrir le feu avec un dé jaune. Voilà, simple. Il lance son dé, il applique le résultat. C'est une cible, ça veut dire qu'il fait un dégât dans le camp d'en face. Donc c'est le camp qui subit les dégâts qui va choisir eh bien où est-ce qu'ils atterrissent. Et donc là par exemple, je vais décider d'enlever une unité patriote. Ensuite ça va être mon tour de jeu. Donc vous voyez, à la base j'avais préparé 3 dés blancs et un dé bleu. Puis finalement, je me suis fait bousiller un blanc, donc je vais lancer que 2 dés blancs, 1 dé bleu. C'est pas grave, c'est parti. Alors là, je réussis à faire un dégât dans le camp d'en face. Ça veut dire que l'unité jaune va disparaître et que je vais pouvoir m'approprier cette zone. Ça ne veut pas dire que je m'approprie la colonie. On voit qu'il y a encore beaucoup de monde ici. Il y a encore des Anglais, des loyalistes juste à côté. Il y a des tribus indiennes au nord. Donc je suis très loin de m'être accaparé cette colonie. Je peux pas encore planter mon drapeau. Quoi qu'il en soit, donc ce jaune va disparaître. Et ensuite, vous voyez, là j'ai 2 faces sans aucune icône dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. En fait, quand on n'a rien sur les faces de dés, on peut exécuter autant de déplacements que l'on a obtenu de ces faces. Et la manœuvre s'applique forcément à une unité de la couleur du dé. Alors là, j'ai un bleu, un blanc, donc ça veut dire qu'ici, eh bien, je pourrais déplacer mes armées vers une zone dans laquelle il n'y a aucun ennemi. Et je peux aussi aller voir les Indiens à ce moment-là, c'est plutôt bon pour moi, je vais pouvoir ici les convertir à ma cause. Alors, il y a une autre icône qui peut apparaître lors de ces batailles, c'est ici l'icône de fuite. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, lorsque vous sortez ça, eh bien, il y a une unité de la couleur du dé qui va se retrouver là-bas dans l'espace unité en fuite. Et donc, ces unités en fuite ne sont pas perdues, elles vont revenir lors du prochain tour de renfort de cette faction. Ça vous permettra de les redéployer. Donc, parfois, les renforts, ils sont assez conséquents, parce qu'il y a pas mal de troupes en fuite, plus les 4 troupes de renfort, ça fait vraiment de grosses masses de pions. Alors, vous aurez noté que, du coup, à chaque fois qu'on mène une bataille, eh bien, on intègre des dés de la couleur des factions qui sont engagées dans le combat. Pourquoi faire ça, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que les factions ne se comportent pas de la même manière. On le voit ici sur l'aide de jeu, toutes les phases de dés des factions sont résumées ici, donc vous le voyez, il y a les différents symboles contenus sur les dés, donc il y en a qui tirent mieux que d'autres, il y en a qui fuient plus facilement, et il y en a qui manœuvrent mieux. En passant d'ailleurs, ces petites aides de jeu sont bien pratiques, vous avez également le nombre d'unités par faction qui peut être très différent, le nombre de dés aussi, puisqu'il y a un maximum de dés que vous pouvez engager, donc ça veut dire que par exemple là, l'armée continentale, elle peut engager que maximum 2 dés, alors que les patriotes qui sont dans le même camp, eux peuvent jouer jusqu'à 3 dés. Vous avez ici les séquences de jeu résumé, donc renfort, mouvement, bataille et tirage de cartes. Et puis alors vous avez cette petite carte miniature là-haut mais qui prend énormément de place. Alors j'ai mis du temps à réaliser à quoi ça servait ça. En fait je me disais mais c'est des aides de jeu qui prennent une place monstre, mais en réalité quand on a découvert qu'il y avait ces petites merveilles là dans la boîte qui permettaient de ranger chaque faction indépendamment, j'ai vite compris que quand tu jouais à 2 joueurs c'était hyper pratique parce que ça délimite ta zone de jeu, c'est-à-dire que tu peux poser les 3 boîtes des factions qui te sont attitrées et ça prend exactement la place de cette aide de jeu. Donc voilà, ta zone de jeu elle ne débordera jamais de cette aide de jeu. Tout est dés, tout est cube, toutes tes cartes, tout est là. Pour terminer une bataille, en gros, il faut qu'il ne reste qu'un seul camp sur la zone, que ce soit suite à des fuites, à des manœuvres ou à des morts. Et voilà, et on arrive à la fin du tour de jeu d'un joueur, il va simplement refaire sa main de cartes, vérifier qu'il y ait bien des cartes mouvement à l'intérieur de sa main de cartes, parce qu'il est obligé de faire des mouvements, donc si le tour d'après il n'en a pas, c'est problématique. On va piocher une nouvelle faction depuis le sac, et c'est reparti pour un tour. Quand les 4 factions auront joué, on remettra tous les petits carrés de couleurs là dans le sac, et donc lors de la prochaine manche, normalement on va enchaîner comme ça les tours des factions dans un ordre différent, jusqu'à ce que l'un des camps ait joué toutes ces cartes trêves. Donc les trêves ce sont des cartes spécifiques avec une illustration particulière, vous voyez c'est écrit en gros la trêve. Donc lorsqu'un camp a joué toutes ces cartes là, la partie s'arrête, ce qui fait qu'on a la même mise en fait sur le déroulé de la partie. Si vraiment on est en position de force, on va être peut-être tenté d'y mettre un terme. Alors ce qu'il faut savoir également concernant les decks de cartes, c'est qu'ils contiennent aussi des événements. La phase lors de laquelle ils peuvent être joués est indiquée à chaque fois. Et donc ce sont ces fameux événements qui vont rejoindre tout à fait l'esprit card-driven du jeu, c'est-à-dire coller à la réalité historique des événements, puisqu'on va avoir des cartes qui vont nous dire par exemple, vous voyez ici Betsy Ross, tous les loyalistes, donc les jaunes, ça c'est le camp d'en face, puisque c'est une carte issue du deck patriote blanc, qui devrait fuir lors des batailles de cette séquence, sont remplacés par des patriotes qui restent dans la bataille. Donc là en fait vous convertissez les troupes d'en face à votre cause. Ici on a quoi? On a déclaration d'indépendance, les unités de patriotes blanches ignorent les résultats fuites durant toutes les batailles de cette séquence. Alors là il n'y a pas de prisonniers, personne ne fuit, gros mental, gros mental. Donc des cartes événements comme ça on va en avoir, allez, 4-5 par deck. Si je me penche ici sur le deck de l'armée continentale
continentale américaine. On va avoir des cartes comme, vous voyez, le comte de Rochambeau. Alors lui, c'est lui qui va faire arriver l'armée française. Donc il y a 6 unités françaises qui débarquent à Newport, dans l'état de Rhode Island. Même si la zone est occupée par l'ennemi, hein, c'est redoutable. Imaginez, là, vous avez 6 unités qui débarquent, qui défouraillent tout le monde. Ici j'ai la carte Colonel Louis, alors lui c'est un indien qui va ajouter 2 unités indiennes en renfort, plus toutes les unités indiennes qui ont fui au sein de vos propres renforts, c'est incroyable. Hein. Après on a des personnages que vous connaissez un petit peu mieux je pense, comme par exemple George Washington bien entendu, et à chaque fois il y a un petit texte en dessous de l'effet de la carte pour décrire un petit peu les événements historiques, la manière dont ça s'est déroulé. Voilà, donc 1775, la Révolution américaine est un jeu que je recommande fortement, tout simplement parce que je trouve la mécanique très intéressante, et puis en plus je suis passionné d'histoire, donc forcément ça me parle, les tours s'enchaînent bien, alors bien entendu que on va réfléchir, hein. C'est pas un codenames, mais je trouve que pour ce type de jeu quand même il est hyper punchy. Tout à l'heure j'ai annoncé la limite d'âge à 14 ans et plus, mais sincèrement à partir de 10 ans je pense que c'est largement accessible. C'est un jeu qui bien évidemment fait énormément appel à votre esprit tactique, puis j'aime bien le petit côté, allez, politique on va dire, quand on va recruter les indiens et tout ça, ou les petites cartes événements qui vont convertir les gens d'en face, et en plus de ça le matériel de rangement notamment est irréprochable. Alors je sais que Asynchron a édité l'ensemble de la collection des jeux qui touchent à l'histoire de l'Amérique. S'ils sont de cette qualité-là, ça m'intéresse. J'ai vu qu'ils avaient sorti également le jeu, là, 878 sur les invasions vikings. Celui-là, alors je l'ai pas encore là au moment où je tourne, mais ça ne saurait tarder. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.